Face à elle, votre rendez-vous actualité du vendredi. Madame, messieurs, bonsoir. Votre émission Face à elle, l'émission politique. Ce soir, on reçoit Carl Olive, conseiller général et tête de liste pour les futures élections municipales de Poissy, UMP-UDI. Bonsoir, Carl Olive. Bonsoir, Labib. Pour animer cette émission et pour m'assister, mon cher ami Pierre Cardot. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Labib. On a un petit souci puisqu'Annette doit arriver. Elle est prise dans la circulation puisqu'elle est sur un embouteillage entre Rouen et Mantes-la-Jolie. Donc, elle ne va pas tarder à nous rejoindre. Elle va nous manquer. Exactement. On va parler naturellement de l'actualité nationale. On va parler aussi de l'emploi, de la formation, de Poissy et son avenir, du Conseil général, du retour de Pierre Bédier dans le jeu politique départemental, du football, puisqu'il y aura probablement le centre du PSG qui risque d'atterrir à Poissy. Tous ces sujets sont des sujets importants et on va parler directement du national. Et ma première question serait sur ces élections qu'il y a eu le week-end dernier, où on a le Parti Socialiste qui n'est pas au second tour, et on a le Front National et l'UMP. Mais avant de passer à ma première question... Il n'a pas présenté le candidat, avant de passer à ma question, effectivement, on va passer d'abord au coup de gueule et au coup de cœur. Et d'ailleurs, quels sont vos coups de cœur et vos coups de gueule? Alors, j'ai un coup de cœur, un peu humoristique. C'est enfin le tourisme en Corée du Nord qui va pouvoir se développer. Figurez-vous que jusqu'à présent, on pouvait éventuellement visiter jusqu'à 2 stations de métro en Corée du Nord pour les quelques 150 touristes français qui chaque année vont là-bas quand même, et ont réussi à passer. Et maintenant, c'est plus 2 stations de métro qui pourront être visitées, mais 6. Donc là, vraiment, on sent la nation qui s'ouvre sur le tourisme grâce à son métro. Et ça, c'est votre coup de cœur. Ah oui, mais je trouve ça merveilleux. Enfin, un pays qui s'ouvre, par le sous-sol, mais bon, c'est pas grave. Par le sous-sol, effectivement. Ouais. Et votre coup de gueule? Alors ça, c'est une ministre qui organise un repas dans un restaurant. Quelle ministre? Donnez des noms. C'est Marie-Arlette Carlotti qui s'occupe de l'exclusion, entre autres, qui organise des repas avec du monde. Et puis, au cours de ce repas, figurez-vous qu'il y a 2 invités qui finissent par se battre. Ah non, mais carrément, ils se battent. Et du coup, les services de sécurité sont obligés de s'en mêler et ils exfiltrent la ministre. Sauf que, manifestement, le prix du repas étant à 35 €, il y a une petite addition de plus de 1 000 € qui n'est toujours pas payée. Alors, le restaurateur a téléphoné, on lui a dit mais il n'y a pas de problème. Puis finalement, non, étant donné qu'on a été obligé de partir trop vite, on veut payer que 15 € parce qu'on n'a pas eu le temps de prendre le dessert. Là-dessus, comme il n'a toujours pas eu de paiement, même à 15 €, il a fini par se mettre en colère. Et pour l'instant, manifestement, rien n'est payé, ça fait quand même plus d'1 mois, malgré les engagements. Et c'est vrai que c'est un coup de gueule parce que je pense que vis-à-vis des restaurateurs, il ne faut quand même pas exagérer. Le type, lui, il n'a rien demandé. On lui a commandé des repas à 35 € pour X personnes. Il en a pour plus de 1 000 €. Qu'il les ait mangés ou pas, c'est pas de sa faute s'ils n'ont pas fini le repas. Après tout, les invités, c'est pas lui qui les a fait venir. Alors, c'est vrai que je pense qu'elle a envie de défendre le budget de la nation et d'éviter le déficit par le biais de ce type de négociations, mais c'est quand même pas très sympa pour le restaurateur. C'est des négociations sur le dos du restaurateur. Carl, avez-vous un coup de cœur ou un coup de gueule? Ou les deux? Un coup de cœur et un coup de gueule. Je crois que je vais prendre les deux. D'abord, je vais vous dire que je suis vraiment ravi et honoré de me retrouver dans la plus féminine des radios et vraiment privilégié de me retrouver... Entre 3 mecs, oui. Privilégié de me retrouver... C'est l'émission politique. Face à Pierre Cardot. Oui, alors coup de cœur à l'une des associations de Poissy qui se nomme Cœur de Poissy. On a organisé il y a 2 semaines une opération au cœur de la forêt qui était en fait tout simplement et humblement de nettoyer le pourtour du golfe de la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye jusqu'au parc de la Charmille qui est un parc municipal. C'est une opération plutôt sympa et puis un formidable, je crois, lien social. Et puis l'idée c'était de contribuer à faire une belle action. Le coup de gueule dépend aussi de ce coup de cœur. Parce que le coup de gueule fait qu'au cours de ces 2 heures de ramassage de canettes, de testons de bouteilles, etc., on a malheureusement également trouvé plusieurs dizaines de seringues au cœur du parc de la Charmille où jouent très régulièrement des enfants. Voilà mon coup de cœur, voilà mon coup de gueule. Il y a encore des choses à faire. Oui. Donc... Bon. Alors, on va peut-être présenter un peu l'invité. Non, écoute, ce soir, je sais pas, je crois que tous les deux, on n'est pas phasés. Non, alors je déconne. Mais tu as oublié mes coups de gueule à moi et mes coups de cœur. Oui, non, mais comme la dernière fois, t'en avais pas et la fois d'avant non plus.
Je me suis Alors dit moi que, voilà. j'ai deux coups de gueule. Le premier, Oui. c'est aux États-Unis, il y a une enquête, en Angleterre, pardon, il y a une enquête, une étude qui a été faite sur les glaçons dans différents restaurants. Ah oui. Et il se trouve que dans ces restaurants, les glaçons qui ont été analysés contenaient plus de microbes que les toilettes. Oui, mais ça jette un coup de froid tout de suite. Hein, sur la Exactement. restauration. Et mon deuxième coup de gueule, c'est un professeur à Colombes dans les Hauts-de-Seine, qui est un professeur de maths. D'ailleurs, il faudra m'expliquer quelle est la relation entre le professeur de maths et le film d'horreur, qui n'a rien trouvé de mieux que de passer le film d'horreur Saw à une classe de 6e. Ce film, sachant qu'il est interdit aux moins de 16 ans en France et que dans certains pays, Oui. il est interdit aux moins de 18 ans. C'est totalement hallucinant. Et Colombes, c'est juste à côté, c'est dans les Hauts-de-Seine. C'est vrai qu'on voit pas la relation avec le théorème de Pythagore, mais bon, c'est comme ça. Oui, il y a des idées bizarres. Alors, l'invité présenté par Pierre Cardot. Oui, alors le problème, c'est que ça risque de prendre l'allure d'un roman, parce qu'il a il est encore jeune, notre Carl Olive. 44 ans, d'après ce que je sais. Il a 20 ans de moins que moi. Mais par contre, il a une activité débordante. Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a le sportif, il y a le journaliste, il y a l'homme cathodique, si je puis dire aussi. Il y a le politique, et puis il y a le père de famille. Ah, ça, Côté c'est bien. père de famille, heureusement, ça sera plus bref. Il a trois enfants là depuis peu. Il a quand même eu le temps de les faire, parce que quand vous allez entendre tout ce qu'il a fait, vous se demandez où il a trouvé le temps. Bon, voilà. Alors, carrière sportive, en fait, il commence dans la catégorie jeune du Paris Saint-Germain. Ça doit être en 86. Ouais, exactement. Et tu vas, cher Karl, te retrouver jeune arbitre officiel de la Fédération française de foot pour le PSG. Exactement. Après, 98, donc ça dure quand même un moment. On a eu un débat tous les deux, on ne savait plus si tu avais joué en D2 ou pas, mais bon... Non, j'ai été sélectionné t'as été équipe de France de foot d'entreprise. Ouais, c'est ça. Je jouais avec mes amis du centre hospitalier intercommunal de Poissy, avec lesquels je joue encore, Ah, 20 ans après. bon, 98, il devient Pas président avec de les AS mêmes Chatou. résultats. hein. AS Chatou et AS Chatou Omnisport. Donc, il lance une école régionale de gardien de but, Joël Batz. Exactement. En fait, c'est Première une dans le préfiguration, domaine. pardonnez-moi, c'est une préfiguration de un petit peu ce que vous avez fait à l'échelon de la CA2RS, puisqu'à l'époque, c'était une école intercommunale de gardiens de but, Oui. où on faisait venir les jeunes de la région, mutualisait les moyens et les ressources, et on a un petit peu préempté, fait une marque avec mon ami Marc-Olivier Bon, mais Taquer, c'est qui est bien, aujourd'hui parce que- le patron de la vidéo à Monaco. On va continuer comme ça, parce que comme c'est très long l'énumération, tu vas commenter au fur et à mesure, ce sera beaucoup plus sympa. Et pour puis ceux moi, qui je vous écoutent. laisse, hein, parce que l'émission va On ne te durer. dérange pas. Non, bon. Alors, la ville de Chatou, donc tu vas faire venir, alors ça va peut-être pas durer longtemps, mais Basile Boli. Oui, ça c'est un Ça, joli c'est un coup. beau coup. C'était un joli coup, c'est Basile qui est champion d'Europe, on le sait, qui est venu simplement voilà parce que il avait besoin de maigrir et il y avait un endroit qui était pas très loin de chez lui, il habite à Neuilly, où le mardi il venait à l'entraînement et j'avais été stupéfait de constater qu'au bout de 2 entraînements, il connaissait tous les joueurs par leur prénom et il s'est pris d'amitié, puis il a fait un match contre Sarcelles qu'on a perdu, mais c'est certainement voilà l'une des plus belles émotions en tout cas au niveau sportif régional qu'on ait pu connaître du côté de Chatou. Bon, et donc comme tu sais pas t'arrêter, en 2004, tu prends la présidence de l'AS Poissy. Ouais, on est passé de 8e division de district à 4e division nationale, ça c'était plutôt sympa. Puis l'AS Poissy Football, c'est les terres de gens que vous avez connus, comme Gérard Soler, Oui. qui est originaire des Mureaux et de Mende, comme Nordine Kourici, qui est également originaire de pas loin d'ici, du Val-Forêt. Voilà, puis une très belle aventure entre 2004 et 2008. J'avais joué d'ailleurs à l'AS Poissy sous les ordres de Monsieur Quenol quand j'étais tout gamin, j'avais 8 ans. Donc, Depuis, Poissy est redescendu. Hein. Oui, je sais pas si tu m'avais pas invité à un match de l'AS Poissy Si. un jour, et qu'on s'était gelé comme il faut, parce qu'il pleuvait, il grêlait, enfin tout ce qu'il faut pour apprécier un match de foot. J'étais reparti avec une grippe épouvantable. Mais bon, c'est ça le sport. Il vaut mieux être sur le terrain que dans la tribune quand même. Alors ensuite, tu intègres le Variété Club de France. Ouais, alors, c'est sur avec la le- recommandation de José Touré, voilà, semble-t-il. Oui. le Brésilien. Encore un international. Le Brésilien de l'équipe de France. Mais comment tu connais tous ces gens-là, là? Parce que quand même, c'est Bah, incroyable. ça. je crois que c'est vraiment de la générosité, c'est une aventure collective humaine, telle que c'est une expression que vous prenez souvent, Pierre. Mhm. Voilà, aventure collective humaine, c'est le plaisir de se retrouver ensemble. Quand on a la chance de travailler dans une télévision comme Canal+, vous rencontrez beaucoup de monde et ces personnes-là sont d'abord des collègues et puis deviennent des amis. Ça a été le cas de José Touré qui ensuite m'a fait connaître un monde exceptionnel tel que le Variété Club de France, qui est un laboratoire très sympa d'anciens footballeurs, d'ancêtres. Bon, C'est et, top. et en 2008, tu atterris comme vice-président délégué, je crois. Président délégué, non?
à l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt, Ouais, la CBB. Et on essaie de mettre, avec mettre en Vincent place Guérin. voilà, quelque chose avec Vincent Guérin, qui est aussi un de nos copains, qui était champion d'Europe avec le Paris Saint-Germain. C'est incroyable. Qui est toujours un proche. Et le vrai truc, c'est que depuis que vous parlez de Chatou, vous parlez de Poissy, vous parlez de la CBB, j'ai toujours cru à l'espèce d'union, pas de fusion, mais voilà, cette espèce d'union de moyens à l'intercommunalité qui existe, il y en aura peut-être dans le domaine politique, qui existe dans le domaine culturel. Il faut absolument qu'elle existe dans le domaine sportif. Aujourd'hui, les villes ne peuvent plus être les mamelles des associations sportives, comme c'est le cas encore un peu actuellement. Moi, je rêve d'un club Val-de-Seine, qu'il soit football entre Poissy et Mantes, qu'il soit rugby entre Poissy et Mantes. Il faut qu'on mutualise au maximum nos moyens, parce que sinon, c'est la fin mortel du bénévolat, ça c'est clair, et on sera encore le parent pauvre en Ile-de-France. En Ile-de-France, on n'est pas gâté en termes de niveau. Quel est le club de football qui émerge dans les Yvelines au niveau national? Aucun. Quel est le club de rugby qui émerge au niveau national dans les Yvelines? Quasiment aucun, à part Maison Lafitte, Saint-Germain-Poissy. Ouais. Mais bon, en 2010, tu prends la présidence du football club d'Orgeval-Vilaine. Tu reviens dans le coin là. Vilaine-Orgeval, ouais. Et là, en fait, c'était vraiment pour aider, tout simplement parce que, pour les raisons que je viens de dire, Pierre, sur les subventions, à l'époque, j'étais également, à titre professionnel, directeur de la communication du club de Dijon, Ligue 2. Et là, on a essayé de mettre en place des partenariats qui permettent, en fait, à ces clubs-là d'avoir des couveuses en Ile-de-France, en région parisienne. C'est là où ça se passe, la formation. Hein. On le voit à Mantes avec Mendy, on le voit au Muro avec Gomis. Et on a donc mis Dijon avec une couveuse qui était Vilaine-Orgeval, ce qui permettait une certaine valorisation de part et d'autre. Et ça a très bien fonctionné. Après, tu as passé des accords avec le club de Dijon. Exactement. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans que le partenariat... C'est une intercommunalité. Bon, elle est un peu lointaine, celle-là, mais... Ouais. Et beaux produits aussi à Dijon. Écoute, pour le sport, on a vu déjà... Oui, j'accélère. Bon, pour ce qui est du journée, je vais aller très vite parce que tu commences ta carrière en 89 avec ta carte de presse, tu es pigiste au groupe Persan, puis alors après on te retrouve partout. Tu fais Yveline Première, tu fais Canal+, tu fais iTélé, enfin, c'est impressionnant. Et puis tu deviens même producteur. Aujourd'hui, je suis producteur, Donc aujourd'hui, t'en es où là? Parce qu'avec un parcours pareil... J'ai la chance de travailler pour la Française des Jeux, notamment comme consultant, pour RTL en tant que chroniqueur, et puis j'écris des bouquins qui me permettent de partager un tout petit peu un savoir, ou faire partager un peu mes passions et mes plaisirs. Voilà. Oui, c'est vrai que tu as une bibliographie assez chargée, mais on ne va pas en parler parce que sinon on n'a pas fini l'émission. Voilà. Et donc tu peux nous parler juste rapidement de KO Production, là, cette société que tu as créée, parce que tu es chef d'entreprise aussi en plus. Exactement, créé le 1er mars 2000, et KO Production, en fait, c'est une plateforme où à la fois j'ai la gestion d'un club privé de patrons à Paris qui s'appelle le Rugby Club, mais aussi à la fois je donne des cours via cette société de KO Production à l'école supérieure de journalisme et dans une école de commerce, à la fois sur les prises de parole en public, sur les réseaux, développement de son réseau personnel. Voilà, mais on est en vacances. Hein, alors, avec toutes ces activités, maintenant la politique, comment est-ce que tu vas arriver à marier tout cela? Bon, tu es père de famille. À chaque jour suffit sa peine, Pierre. Tu es toujours un peu sportif le week-end. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Parce que tu es conseiller général depuis quand même 2011. 2011. Mais je me suis calmé. La victoire. Je me suis calmé. Tu es calmé? Il me semble que tu as quelques ambitions sur Poissy dans quelques temps. C'est pour ça que je dis à chaque jour suffit sa peine. Elles sont déjà affichées. Oui, elles sont affichées. Je crois même que il a peut-être eu une certaine validation, non De l'UMP-UDI, tout à fait. Oui. On en a fini avec le portrait de l'invité? On va arrêter là parce que je pourrais discuter pendant 3 heures avec lui. Mais bon. Et j'ai 3 beaux garçons et une femme exceptionnelle depuis 20 ans. 17 ans Quentin, 14 ans Hugo et 8 mois Paco. Voilà. Formidable. Alors, on va passer à la première question. Je vous le disais tout à l'heure, la montée du Front National dans notre pays. On le voit dans les différentes élections qui sont déroulées ces dernières semaines, et notamment la dernière, le week-end dernier, avec l'élimination au premier tour du candidat socialiste et un duel dimanche prochain entre l'UMP et le Front National. Est-ce qu'aujourd'hui, la France profonde est une France de plus en plus raciste ?
Absolument pas. Non, la France profonde, absolument pas. D'ailleurs, la France n'est pas un pays raciste. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il arrive ce que les citoyens de base avaient lancé comme signaux d'alarme différents, que ce soit à gauche ou à droite. Alors, je prends le cas de la droite avec ce qui s'est passé au niveau de l'élection entre messieurs Copé et Fillon, ou à gauche avec ce qui s'est passé à la fois avec DSK ou avec Villeneuve-sur-Lot il n'y a pas très longtemps. Les gens ne croient plus aujourd'hui en la politique. Et si on ne leur donne pas une approche pragmatique de la politique, de la chose publique, c'est-à-dire rapprocher le citoyen de l'élu, on arrive à ce qui s'est passé ce week-end. Et j'ai envie de dire que ce qui s'est passé ce week-end, c'est aller chercher un espèce de signe d'encouragement dans des mouvements, quels qu'ils soient, sur les extrêmes, en période de crise notamment, parce qu'on a l'impression que c'est des formidables bouffées d'oxygène. Et sauf que depuis 8 partiels, on s'aperçoit que et l'UMP et le FN arrivent en tête. Et ce qui est pour moi terrible, c'est que la gauche républicaine ne se pose absolument pas de questions. C'est toujours la faute du copain d'à côté. C'est toujours aujourd'hui la faute d'il y a 5 ans en arrière. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que malheureusement, la France a ce qu'elle mérite, quoi. Mais est-ce que c'est pas l'UMP il y a quelque temps qui a ouvert un peu la boîte à Pandore quelque part avec le débat sur l'identité nationale et autres, qui aujourd'hui on récolte aussi ces fruits-là? Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, la Bible, c'est pas l'UMP qui est à la tête de l'État, c'est pas l'UMP qui a changé le mode de scrutin. Mais c'est quand même l'UMP qui a amené le débat sur l'identité nationale, c'est l'UMP qui a mis au centre des enjeux l'immigration, etc. C'est pas le Parti socialiste. Le projet du droit de vote des étrangers, c'est pas un projet qui est monté, qui est fomenté par. Oui, mais par la montée du Front National, elle date de l'époque Sarkozy. Je pense que. Il y a eu d'autres. On a eu quand même Marine Le Pen à 20%. Je pense que la montée des extrêmes, parce que là. On a déjà eu Le Pen au deuxième tour de la présidentielle quand même. On focalise sur le Front National, mais on pourra faire le même procès d'intention avec le Front de gauche qui sublime l'époque stalinienne, ça dérange personne. Je pense qu'aujourd'hui... on ne les met pas sur le même taux quand même. Tout simplement... Au niveau du nombre de morts dans l'histoire, je pense qu'il y en a qui battent nettement aujourd'hui, je pense tout simplement qu'on ne donne pas les règles. Les règles, aujourd'hui, on les interprète. Alors, on les interprète, on fait un pas en avant, 2 pas en arrière, et allons-y. Moi, je prends le cas de Poissy. Si on parle de la CFE, la contribution foncière aux entreprises, on l'augmente de 120%. L'opposition va taper du poing sur la table, et puis on la redescend à 60%. On dit merci, monsieur le maire, d'avoir descendu la CFE à 60%. Mais on ne dit pas, monsieur le maire, elle a quand même augmenté de 60% par rapport à ce qui était prévu au départ. Aujourd'hui, pour moi, le principal problème, c'est que, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, on n'applique pas les règles, on les interprète. Et ça, pour moi, c'est le vrai souci, ça. Non. Le jour où on dira simplement, écoutez, voilà les règles, mais il faut assumer, voilà les règles du jeu, voilà comment ça se passe, vous êtes dans le jeu, vous pouvez tout faire, vous êtes en dehors du jeu, vous ne pourrez plus rien faire. On ne pourra plus se balader avec des grosses bécanes sans casque, c'est pas possible, on voit ça tous les jours. On a des incivilités qui sont faites et 2 jours après, vous êtes sorti de votre garde à vue, c'est pas normal. C'est pas normal. Et on va bientôt maintenant s'excuser dans quelques temps d'avoir été victime d'un fait précis. Appliquons les règles, arrêtons de les interpréter et vous verrez qu'on n'aura pas de résultat comme on a pu en avoir depuis 8 partiels. Est-ce que, Karl... Oui, c'est 8 partiels qui ont été perdus par le Parti socialiste. Oui, ça c'est pas... En période de crise, après avoir pris le pouvoir, c'est assez fréquent que derrière les partiels soient perdus par le parti au pouvoir. Mais est-ce que dans tout ça, il n'y a pas aussi le fait que, après avoir eu un président hyperactif et qui se mêlait de tout, les Français n'ont pas l'impression aujourd'hui que c'est exactement le contraire qui se produit, c'est-à-dire qu'il est très en retrait et ils se demandent un peu si vraiment il y a une ligne directrice dans le gouvernement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de donner du poisson tous les jours aux gens qui en demandent au lieu de leur apprendre à pêcher. Et ça, pour moi, c'est une vraie différence entre l'approche socialiste. Voilà, je dis bien socialiste, je dis pas social, je dis bien socialiste, et l'approche de droite. Ce que je veux dire par là, Pierre, c'est que moi je mets un point d'honneur dès que je le peux à pouvoir proposer du travail à celles et ceux qui viennent le demander et qui en ont besoin. On va revenir sur l'emploi, mais je voudrais juste qu'on reste encore sur le Front National, parce que aux prochaines municipales, on va certainement avoir un Front National très fort,
Et du coup, ça va avoir une incidence directe sur l'UMP, sur la Oui, droite moi, au lieu de parler traditionnelle. du Front National, je préférerais vous parler des convictions qui sont les miennes et ce qui. Oui, mais justement, on va y qui est venir mis à sur vos le terrain, convictions. au jour le jour, Non, mais répondez à qui cette question. Et qui fait que, par exemple, tout à l'heure, Pierre le disait, qu'en 2011, sans parler de politique, mais en parlant concret aux gens que nous rencontrions sur l'élection de Poissy-Sud, on a fait 63%. On va revenir à tout cela, mais juste répondez-moi, un Front National fort va avoir naturellement une incidence très importante sur les prochaines élections municipales, Moi, par exemple, et notamment à droite. j'aimerais bien, par exemple, que la gauche soit un petit peu plus républicaine et responsable en arrêtant d'accepter toutes les incivilités qui peuvent venir enrichir le quotidien. Je prends mon cas à Poissy, des Pissiaquais. On n'a pas de vidéoprotection. Aucune vidéoprotection à Poissy. Par contre, vous en avez à Carrière-sous-Poissy, Obédience de Gauche, qui est juste à côté, à Conflans-Sainte-Honorine. Vous en avez à Saint-Germain, à Chambourcy. À Poissy, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui se passe ? Migration de la délinquance. de la délinquance, des incivilités, etc. La ville est très sale. La ville est très sale. Il n'y a pas du tout d'investissement économique. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Eh ben, vous faites monter le ras-le-bol des gens et donc cette espèce de crise lancinante qui fait que on va aller chercher ailleurs ce qu'on nous donne pas au quotidien. Alors la question subsidiaire que je voulais vous poser derrière la question sur l'impact aux élections municipales du Front National, c'est êtes-vous favorable aux alliances avec le Front National ? Mais moi, je parle pas du tout. C'est pour ça que ça m'ennuie de partir sur ces terrains-là parce que on a du temps, mais je voudrais avoir votre avis sur les alliances. Je vais vous dire quelque chose, Habib. Parler du Front National, c'est lui faire la publicité. Oui, mais je voudrais avoir votre préfère avis vous sur les expliquer alliances. Comment je combats, non pas le Front National, je combats toutes les extrêmes. Les extrêmes, exactement, avec mes convictions. Et derrière, une fois que vous avez posé vos convictions, eh ben on vous dit « Ok, j'adhère à ce que vous dites et je crois en votre projet », ou alors on vous fait un bras d'honneur en disant « Non, mais ça ne nous intéresse pas ce que vous nous dites ». Et sur l'alliance, est-ce que Carl Olive est favorable aux alliances avec le Front National ? Il n'y aura pas d'alliance avec le Front National, comme il n'y a pas de raison qui en est quand on est un élu républicain tel que... Eh ben on va passer à l'emploi et à la formation qui vous sont chers. On a entendu le président de la République ces derniers jours matraquer qu'il y aura une inversion de la courbe du chômage. Quel est votre sentiment sur le sujet ? Le jour où il a terminé sa phrase, on savait très bien que... Donc c'était début janvier, on savait très bien que ça ne serait pas le cas. Il l'a redit la semaine dernière. Oui, il l'a redit la semaine dernière. Et puis on va apprendre dans quelques jours que c'est plus 1000 chômeurs par jour, c'est plus 1200 chômeurs par jour, c'est plus 1300 chômeurs par jour comme en mai dernier. Ça sera peut-être encore un peu plus au mois de juin. Et on continue de croire que Lourdes finalement fait partie des 36 000 communes de France. Ils avaient fermé la grotte là avec les inondations. Voilà. Ça a peut-être un petit peu calmé les ardeurs. Donc voilà, non, on n'y croit pas une seule seconde. À un moment donné, c'est pas en mettant du pansement sur des jambes de bois avec ces emplois d'avenir qui vont simplement gréver encore un peu plus la dette de l'État, parce que il y a 3/4 des emplois d'avenir qui viennent de la fonction publique. Et à un moment donné, quand ces gens-là sont titulaires, ils viennent gréver l'affaire de l'État. Alors s'il y en a besoin, faisons-le. Mais à un moment donné, on ne peut pas dire que c'est une solution pour sauver la France de l'emploi. Alors là, vous allez venir ensuite sur la professionnalisation, sur l'apprentissage, puisque c'est devenu le dévolu de l'État que de jeter son dévolu sur la formation professionnelle. Vous y étiez favorable. Il est temps. Mais il est temps. Moi, je vous ai toujours entendu, et vous avez écrit sur le sujet, que la formation professionnelle est une des solutions. C'est qu'il est temps de s'apercevoir que la formation professionnelle et l'apprentissage sont le passeport de l'emploi dans notre pays, notamment pour les jeunes. On nous dit aujourd'hui, on va encore injecter 500 millions quasiment pour développer l'apprentissage, pour avoir 500 000 apprentis. Vous vous rendez compte, la Bible ? En Allemagne, à l'heure où nous parlons, il y en a 1 500 000. Et quand on regarde un petit peu, en Allemagne, entre 18 et 25 ans, 10% de chômage chez les jeunes. Vous savez combien on en a entre 18 et 25 ans ? Un peu plus de 22%. Donc à un moment donné, c'est bien de se poser les bonnes questions. Moi, je suis heureux, mieux vaut tard que jamais. Ça fait presque 5 ans que je travaille sur le sujet. Entre Canal+ et Paris Première, où j'ai eu la chance d'occuper les directeurs de la rédaction, les fonctions de directeur de la rédaction, j'ai embauché plus de 80 jeunes entre 18 et 25 ans, qui n'étaient pas formés au métier du journalisme, qui le sont devenus par l'apprentissage, c'est-à-dire en substituant ce manque de diplôme, ce qui est le cas aujourd'hui de nos jeunes. Certains sont en manque de repères social, sociétal, familial, via le dépassement de soi. Et aujourd'hui, ces jeunes, ils sont tous
titulaire dans vos corps de métier comme la radio, mais également dans la réalisation, dans la présentation. Ce qui est valable aujourd'hui dans ce type de métier est valable également dans les 500 autres métiers qui sont accessibles à l'apprentissage. Alors je dis, mais mais ouvrons bien grand les robinets pour l'apprentissage et la professionnalisation. Parce que le plus important aujourd'hui, comme disait Coluche, c'est faire bac plus 10 ans de droit, tout le reste de travers, ou à partir du bac, quelqu'un qui veut être coiffeur, quelqu'un qui veut être potier, quelqu'un qui veut être agent immobilier, quelqu'un qui veut travailler à l'accueil dans une banque, quelle qu'elle soit, puisse le faire en étant heureux d'avoir effectivement du pouvoir d'achat et derrière de pouvoir consommer comme il l'entend. Elle est là la vérité. Pierre. Oui. On va revenir un peu plus sur la vallée de Seine. Donc on sait qu'on est dans une vallée industrielle qui a qui a été une des richesses des Yvelines pendant longtemps, qui a connu quand même une baisse très forte du taux d'industrialisation. Comment est-ce que tu vois le développement de cette vallée industrielle, qui est quand même un atout pour les Yvelines? Quand on parle Yvelines aujourd'hui, on pense Versailles, Rambouillet, Saint-Germain, Loussienne. On imagine mal qu'en fait on a Conflans, Sartrouville, Les Mureaux, Mantes. Le devenir de cette vallée, comment est-ce qu'on peut la faire évoluer positivement? Parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut industrialiser en France. On est en train de voir une désindustrialisation se produire. On a 2 grandes usines automobiles, de Renault, de PSA. On a différentes industries et on a plutôt l'impression de voir une baisse des effectifs. On se demande quels sont les projets d'avenir. Est-ce que là, en tant que conseiller général, peut-être un jour maire de Poissy, avec, je dirais, tous les moyens d'action dont le politique dispose, est-ce qu'il y a différentes actions à mener pour tenter de redresser cette vallée industrielle qui est quand même un atout considérable? Ou de l'endiguer pour ne pas qu'elle continue à s'enfoncer comme c'est le cas. D'abord, je suis très content qu'on pose cette question. Je suis très content que ce soit Pierre Cardot qui me la pose parce que depuis 2009, donc pas 2013, depuis 2009, j'avais déjà écrit sur le sujet en disant que pour moi, l'intercommunalité qui était en mouvement et qu'il fallait rejoindre, je parle avec ma casquette de Pissiaquet, d'enfant de Poissy, était évidemment les 2 rives de Seine. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a un boulevard. On a un boulevard de la Seine entre Poissy et Rouen, entre Poissy et Le Havre. Et on a besoin d'occuper, d'industrialiser encore plus ces Champs-Élysées. C'est la raison pour laquelle, là je mets ma casquette de conseiller général, le conseil général, et il faut féliciter le président Alain Schmitt, a jeté son dévolu sur l'axe Seine. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. C'est la raison pour laquelle, effectivement, il y a un redéploiement et des investissements forts qui sont faits en direction de tout ce qui peut concerner, de près ou de loin, effectivement, cette vallée de Seine. Si on perd la vallée de Seine, si nous perdons la vallée de Seine, là où nous avons des dizaines et des dizaines d'entreprises qui ne demandent qu'à se développer, si on perd cette vallée de Seine, si on perd son dynamisme, alors là, je peux vous dire que dans le département des Yvelines, on reviendra sur la pérennité ou non de Renault-Flin et effectivement de Peugeot Citroën Poissy. J'aime à répéter, à Poissy, PSA concerne les Pissiaquais à hauteur de 43%, directement ou indirectement. La ville de Poissy, elle est confondue avec notre entreprise. Et notre entreprise, elle est tournée vers la Seine. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut même aller plus loin. On n'utilise pas suffisamment effectivement ce moyen de transport qu'est la Seine. C'est plus compliqué, mais pourquoi en Allemagne, là encore, je suis désolé, je prends l'Allemagne comme fixette, tout simplement parce qu'il faut être pragmatique. Mais en Allemagne, on utilise beaucoup plus l'aspect fluvial que nous le faisons en France. Là, il faut aussi réfléchir par rapport à cela. Je pense qu'il faut aller plus loin. C'est pour ça que, bien évidemment, avec des choses toutes simples qui peuvent parler aux gens, il faudra qu'on réaménage effectivement ces berges de Seine telles que c'est parti. Vous allez bientôt avoir une superbe péniche restaurant animation du côté de l'île aux Dames qui vient de Poissy. Je crois véritablement que l'avenir du département des Yvelines est effectivement dépendant de l'avenir du Val-de-Seine. Et je parle pas simplement de Poissy, je parle de la confluence depuis Conflans et effectivement jusqu'à Mantes et au-delà. Voilà pour répondre à votre question. Et dans ce cadre d'ailleurs, est-ce que c'est pas un peu surprenant de voir que dans l'aménagement du Grand Paris, dans tous les grands projets finalement, les Yvelines, à part le plateau de Saclay, quasiment, donc qui touche Versailles, enfin plus ou moins, il n'y a rien. S'il n'y avait pas le projet Éole,
on n'est pas concerné. C'est-à-dire On n'est pas dans le Grand Paris. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la confluence, il faut quand même le dire, elle est quand même tenue grâce à la volonté de Philippe Esnol, le sénateur maire de Conflans, qui croit en ce projet. Et je sais que vous y contribuiez à l'imparfait lorsque vous étiez député. Dans une autre vie. Voilà. Cher Pierre, il faut aussi à un moment donné avoir un leadership, c'est une volonté politique. Si effectivement aujourd'hui il y a le plateau de Saclay qui est concerné, il faut dire les choses. C'est parce que du côté de Saclay, on a une députée une ancienne ministre qui s'appelle Valérie Pécresse et qui a fait le boulot concernant son lot. J'aimerais bien que effectivement en Vallée de Seine, il y ait un patron qui nous dise c'est ici que ça va se passer et que derrière on se retrousse les manches pour pouvoir amener du développement en Vallée de Seine. Sinon on est mort. Ouais. Il faudrait peut-être qu'on parle de Poissy, puisque je l'ai dit en préambule tout à l'heure. Ça peut l'intéresser, avec grand plaisir. Je l'ai dit en préambule tout à l'heure qu'il était tête de liste de la prochaine liste UMP-UDI à Poissy. D'abord, pourquoi cette volonté de vous engager? Parce qu'on sait que depuis plusieurs mois, vous êtes pressenti pour conduire cette liste. Je pense d'abord que quand vous habitez une ville, que vous y êtes né, que vous êtes une famille nombreuse, que vous avez appartenu à différentes associations et que vous avez toujours vécu à la première personne du pluriel et jamais à la première personne du singulier, vous avez envie de participer à une aventure, de faire avancer un petit peu votre ville. Et ça, c'est dopé encore plus quand vous apercevez qu'il ne s'y passe plus rien. Alors ça, c'est galvanisant. Et ça a été l'un des sens de mon engagement. J'étais déjà venu ici en 2011. Tout à fait. Vous m'aviez invité. La Bible, j'avais expliqué la même chose. Pour moi, l'engagement, c'est presque un engagement naturel. Et surtout, j'ai refusé la fatalité en 2008, lorsque, après 25 ans de municipalité de droite, la droite passant du statut titulaire au statut de remplaçant, elle était remplacée par une gauche qui avait été 25 ans remplaçante et du jour au lendemain titulaire, qui plus est, remportant l'élection grâce à un modem de droite. Et on savait d'ores et déjà que la carpe et le lapin, on peut faire le mariage pour tous, ça ne fonctionne pas. Et ça n'a pas fonctionné puisque 6 mois après, le MoDem s'est fait exclure de la majorité plurielle socialiste. Et à partir de là, 6 mois après, c'est-à-dire à la fin de 2008, on savait déjà que Poissy allait dans le mur. C'est pour cette raison qu'en 2009, nous avons gagné une partielle à Poissy, qu'en 2009, David Douillet a remporté la législative, qu'en 2011, humblement, j'ai remporté la cantonale, et qu'en 2012, David, de la même manière, avec la même approche, a remporté la législative. À partir de là, il y a le sens de l'histoire, à 3 reprises contre le maire de gauche de la ville de Poissy, et effectivement, comme j'aime à dire, le travail entraîne le talent entraîne la réussite, avec 250 personnes au sein de l'association Cœur de Poissy. Vous le disiez, moi, mon engagement, il remonte à 2008, c'est un marathon. Et je suis à un point étape qu'on avait planifié d'un marathon. Il reste les dernières 9 mois de course là, où il faut terminer effectivement en tête. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de caméra à Poissy, c'est une ville sale aujourd'hui. Qu'est-ce que vous feriez, je serais tenté de vous dire? Qu'est-ce que vous feriez de plus que le maire de Poissy? D'abord, il faut qu'on se réapproprie la ville de Poissy. Il faut qu'on soit fier d'habiter Poissy. Aujourd'hui, vous ouvrez les journaux, Poissy est toujours montrée du doigt, là où hier, elle était prise en exemple. J'ai failli venir avec la une du Courrier des Yvelines de votre confrère, le Courrier des Yvelines, 40% de délinquance en plus depuis 6 mois. Se réapproprier la ville, c'est une gestion exemplaire dans la manière de conduire ses équipes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir des caractères différents dans une équipe, mais il faut avoir un cap et un but défini. Ce n'est pas le cas aujourd'hui avec l'équipe municipale en place. Je ne vise pas les personnes, je parle politique. Quand vous avez sur 900 agents à une fête annuelle communale, seulement 100 agents qui sont présents, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Le moteur d'une ville passe effectivement par les agents qui font partie de cet hôtel de ville. Il nous faut du service public. On n'a plus de service public. Fierté. Deuxièmement, le cadre de vie, effectivement, la sauvegarde de son cadre de vie. On doit être heureux d'habiter à Poissy. Mais pour habiter Poissy et y être heureux, c'est y être tranquille. Et y être tranquille, c'est la sécurité. La sécurité parce qu'elle n'existe pas. Mais aussi la sécurisation des points accidentogènes. Aujourd'hui, Poissy est devenue une ville de passage. On a beaucoup d'accidents. Et enfin, l'attractivité du territoire. Et l'attractivité du territoire, le moteur pour moi de l'économie, il redémarre par les entreprises. Parce que l'entreprise, il faut lui apporter de la richesse va apporter de la croissance va apporter de l'emploi va apporter du pouvoir d'achat, et le pouvoir d'achat va apporter de la consommation. C'est le cercle vertueux pour que demain, Poissy redevienne un poids lourd, là où aujourd'hui, il est devenu un poids mort. Ouais, justement, dans ce contexte, compte tenu
des projets. L'année dernière, il me semble, les impôts ont augmenté de 15%. 15, oui, c'est ça. 2011. Peut-être. Taxe d'habitation. Alors que c'est une des villes les plus riches en termes de recettes, en tout cas du département. En tout cas, c'est pas dans les plus. C'est pas la plus riche, mais c'est une des plus riches. Voilà. Comment est-ce que qu'est-ce qui se passe là? Et comment est-ce que vous allez résoudre là, avec une équipe, la quadrature du cercle? Parce que d'un côté, s'il a dû augmenter de 15%, c'est qu'il y a un problème quelque part au niveau du budget. Non, parce qu'en 2008, Pierre, l'équipe précédente avait laissé une cagnotte de 9 millions. En 2011, je pense que tous les Pissiacais veulent bien entendre qu'on peut augmenter les impôts. Si et seulement si, en face, on a une augmentation du service public, ce qui n'a pas été le cas. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils soient obligés d'augmenter ces impôts comme ça? Si et seulement si, on a du développement économique. L'équipe municipale. Ce qui n'a pas été le cas. Alors pourquoi il a fait ça? Tout simplement pour que la dernière année, on est en 2011, 2012, que la dernière année, il y ait effectivement de la trésorerie suffisante pour entamer ce que vous connaissez bien, ce qu'on appelle des autorisations de programme. Sauf que il y a 5 autorisations de programme qui ont été inscrites au budget. Ok, pas de problème. Parmi lesquelles, je vais vous donner l'exemple d'une école maternelle, d'une maison des parents, la mise en accessibilité pour les handicapés à l'hôtel de ville. Ça, c'est plutôt des bonnes idées. Sauf que, fort d'une trésorerie assez conséquente, le maire a puisé effectivement dans la trésorerie là où il aurait pu faire des économies. Et on sait d'ores et déjà aujourd'hui, messieurs, qu'entre 2014 et 2015, le futur maire, quel qu'il soit, aura à se poser la question comment aller chercher 15 millions d'euros qui ne sont pas effectivement aujourd'hui inscrits au budget. Comme je dis, c'est le cadeau de revoir, je pense, de monsieur le maire de Poissy actuel. Et puis autre chose que la Cour régionale des comptes, et ça aussi c'est important à décliner, c'est qu'aujourd'hui pèsent au-dessus de nos épaules les terres de Poncy, promesse de vente signée en 2007 à hauteur de 9 millions, prorogée sur les terres de Poncy, donc un programme d'aménagement cassé par le maire de Poissy à son arrivée. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juin 2013, il ne s'est strictement rien passé. Ah si, l'augmentation des intérêts qui continue de courir, on n'est plus à 9, on est à 12 millions, prorogé jusqu'au 31 décembre 2014. Au 31 décembre 2014, il faudra effectivement se poser la question de savoir est-ce qu'on paye ces 12 millions ou est-ce qu'on fait avec le promoteur qui voudra nous imposer son style. Pierre? Oui. Tout ça. Ça vous fait pas sourire, ça, M. Cardo? Non, parce que il je pas me dis, de sourire, on sait très bien. Ça m'arrive de rigoler, mais non, mais là, on est sérieux. On est dans une émission qui essaye de tenir la route quand même. Qui essaye, ouais, de temps en temps, quand Pierre ne glisse pas une note d'humour. Voire une grosse connerie. Mais pour revenir au sujet, avec une situation comme celle qui est évoquée au plan financier, les problèmes à venir. Comment est-ce qu'on peut envisager l'intercommunalité? Parce que ça ne doit pas faire sourire les voisins, ça. Parce que si c'est se marier pour avoir à partager la dette, c'est moins marrant que de se marier pour avoir à partager le trésor. Ça, c'est l'ancien président de la CA2RS qui s'exprime là. Non, mais il a raison. Non, je pense que d'abord, ça passe par... C'est un autre. Maintenant, j'ai des lunettes, donc... C'est un devoir d'exemplarité. C'est un devoir d'exemplarité. Aujourd'hui, il y a une préfiguration qui a été faite et acceptée par le préfet des Yvelines, par monsieur le préfet, qui fait que Poissy a jeté son dévolu, l'actuel maire de Poissy, vers ce qu'on appelle la PAC, Poissy de gauche, HR de gauche et Conflans de gauche. Voilà, la PAC copinage. Ce qui, alors, pour le coup, ne sera pas mon cas, puisque je le dis depuis 2009, encore une fois, moi, mon dévolu, j'entends bien le jeter vers la Seine, vous l'aurez compris. Une fois qu'on a dit ça, je rejoins ce que dit monsieur Cardo, c'est que ça passera par de l'exemplarité. C'est qu'à un moment donné, on ne peut plus continuer à embaucher, à avoir des charges de personnel de fonctionnement qui non pas explosent, parce qu'elles n'explosent pas, mais elles sont largement supérieures à ce qui pourrait être, et en même temps, ne faire aucun investissement dans le domaine économique. Commençons par aménager notre propre territoire, et ensuite, humblement, allons taper à la porte de la CA2RS en disant, voilà, nous avons des projets, et nous aimerions vous les faire partager, et certainement, pourquoi pas, pouvoir s'associer à un certain nombre de vos projets. Je vous donne juste un exemple. Sur les terres de Poncy dont on vient de parler à l'instant, j'aimerais pouvoir utiliser le chaud et le froid, une piscine, pourquoi pas intercommunale, adossée à une patinoire, pas la patinoire que vous avez ici à deux pas. Une piscine chauffée avec une patinoire glacée. Voilà, exactement. Le chaud et le froid. Bon. Et vous avez une patinoire juste à côté, ici au Val-Fourré. Il n'y en a pas d'autres alentours. Donc ça, je pense que ça pourrait faire sens. Ça pourrait peut-être faire sens avec une intercommunalité. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a moins de services publics depuis que la nouvelle équipe municipale est en place. Et là, vous venez de dire en même temps embaucher.
Mais c'est pas pour autant qu'il y a plus de services publics. Vous savez, quand vous embauchez des gens qui passent leur journée avec des arrêts maladie, avec des arrêts pour dépression, parfois même au sein de la propre équipe municipale, ou alors avec simplement de l'embauche du copinage politique, parfois les gens, ils n'ont pas besoin de travailler pour ça être existe payés, encore, le copinage politique? Ah oui, ça existe, ouais, je peux vous le dire. Ouais. C'est toujours appelé des emplois fictifs? Non, je dis pas que ce sont des emplois fictifs, je dis simplement que je pense qu'avec au moins 200 agents, et j'ai rien contre les agents parce qu'ils ne sont pas respectés et pas valorisés. À un moment donné, mais les gens, vous savez, ça ne s'apprend pas dans les dictionnaires. Donc il a recruté des gens de santé fragile, c'est ça? Plutôt. On a encore 3 sujets. Moi, j'aimerais bien que vous me disiez, enfin, vous êtes élu au Conseil Général depuis un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Quel bilan faites-vous de ces 2 années? À titre personnel? À titre personnel, oui. Bah, j'avais dit que moi, le principal objectif qui était le mien, c'était de rapprocher vraiment l'élu du Conseil Général. À l'époque, quand on faisait un petit peu le tour des popotes, personne ne savait ce que c'était un conseil général, et encore moins le nom de son propre Conseil Général du canton. Quel que soit le canton, il y en a 20 dans le département des Yvelines. J'avais annoncé également que si j'étais élu, dans la mesure où je ne suis pas un professionnel... il y a plus que 20 cantons. Une quarantaine. Non, mais en termes de canton par rapport au prochain redécoupage. Ah, le prochain redécoupage, oui. Enfin, il n'est pas encore passé. Hein, aujourd'hui, n'étant pas un professionnel de la politique, j'avais annoncé que l'intégralité de mon indemnité d'élu passerait dans l'achat d'une permanence. Ce qui a été le cas 6 mois après mon élection. Et je m'aperçois aujourd'hui qu'on a réussi humblement ce petit objectif de pouvoir rapprocher l'élu du citoyen, puisque j'en veux pour preuve que depuis qu'on l'a ouverte en décembre 2011, il y en a 2 ou 3 000 personnes qui sont venues nous voir. Ça, je dirais, c'est l'objectif personnel. Et puis derrière, si je peux m'exprimer, c'est qu'on a réussi à faire réouvrir les dispositifs de financement des terrains synthétiques qui avaient été arrêtés fort du succès. Donc Alain Schmitt a accepté la proposition que j'avais formulée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez un terrain synthétique dans une commune, le Conseil Général peut abonder à hauteur de 30%, ce qui n'était pas le cas auparavant. J'ai proposé la création de transports intercommunal à la demande. Ça, c'est un formidable outil qui permet que si jamais vous avez des enfants qui vont en classe dans la journée et que vous n'êtes pas là parce que vous travaillez avec votre épouse, eh bien une centrale d'appel peut venir chercher vos enfants non loin de chez vous. De la même manière, si votre grand-mère, votre grand-père veut aller au théâtre, veut aller au cimetière, veut aller faire ses courses, de la même manière, elles peuvent être sollicitées par cette centrale d'appel. Le Conseil Général cofinance les études qui permettent d'installer ce transport intercommunal, on revient à l'intercommunalité, à la demande. Voilà 2 des principaux objectifs sur lesquels je suis très heureux, et je suis très heureux également, ça coûte rien, mais ça n'a pas de prix, d'avoir offert, grâce au Conseil Général, de multiples ordinateurs pour des associations. Par exemple, on est sur LFM, des femmes de Haute-Poissy, pour des associations d'alphabétisation. C'était des ordinateurs qui étaient en maintenance et qui étaient devenus obsolètes pour le Conseil Général et qui ont été gracieusement mis à disposition de ces associations. Pierre? À propos de centrale, que deviendrait la prison de Poissy? Ça en est où, cette histoire? Ça en est que c'est, comme je disais, un pas en avant, 2 pas en arrière, quoi. C'est-à-dire là où il avait été prévu un transfert, aujourd'hui c'est complètement gelé et on n'entend rien venir, a priori, à l'horizon 2020. Donc comme je suis assez pragmatique, je pense que ça ne fera pas partie de ma campagne électorale que de parler du transfert de la prison de Poissy. Je vais préférer parler des terrasses de Poncy, de la ZAC Bongar qui a été cassée à l'arrivée de cette nouvelle municipalité en 2008, du boulevard de l'Europe qui a été oublié par cette municipalité en 2008, et surtout redonner confiance au Pissiaquais. Je voudrais revenir sur le Conseil Général. Vous le savez tous d'ailleurs. Quel sentiment vous avez sur le retour de Pierre Bédier dans le jeu politique départemental? Écoutez, moi je suis très clair par rapport à ça. À partir du moment où Michel Vialet a décidé de passer la main, il y a les candidats qui peuvent être mis en place. Il y a un candidat qui s'appelle Pierre Bédier. A priori, il y a d'autres candidats qui se sont manifestés, puisque je vois qu'il y a un candidat d'hiver droite également qui se présente. Pierre Bédier a l'expérience, il a le professionnalisme, il a connu à la fois la présidence du Conseil Général, mais surtout la vie des Mantais, en les connaissant presque par leur prénom quand ils les croisent dans la rue depuis 1995. À partir du moment où on a une personne qui est apte à se présenter, qui a l'expérience et qui demain peut apporter également son savoir dans l'assiette départementale avec un attelage avec le président Alain Schmitt, pourquoi s'en priver? Où est la question? Quel est le problème? La séquence aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il soit élu. J'ai été invité chez vos confrères dans une télévision locale il y a quelques temps où il y avait un micro-trottoir qui était fait du côté de Versailles. Les uns étaient favorables au retour de Pierre Bédier, d'autres non. La vérité, elle appartient aux Mantais.
Et je pense qu'il ne faut pas prendre les électeurs pour des imbéciles. On est en train de faire des procès d'intention aujourd'hui qui, à mon sens, n'ont pas lieu d'être, parce que demain... Vous le soutenez ? Bien sûr que je le soutiens. Bien sûr que je le soutiens. Et je vais vous le dire, je le soutiens de toutes mes forces aujourd'hui. Il y a deux solutions. Soit c'est pas un bon candidat et il est battu et tapis, on n'en parle plus. Soit effectivement c'est un bon candidat et il sera élu parce que les électeurs, faut pas prendre les électeurs pour des imbéciles. Hein. C'est eux qui votent, hein, c'est pas vous. Enfin, sauf si vous habitez Mantes. Les attaques les plus virulentes sont venues quand même de son propre camp. Oui, vous savez, parfois c'est, comme j'aime à dire... C'est pas exceptionnel, ça. Sur la place publique, si. Quand on veut moucher quelqu'un, il faut avoir le nez propre. Et puis il faut surtout savoir, dans la vie, je pense, savoir d'où on vient pour savoir où on va. Il y a beaucoup de gens... C'est un message subliminal que vous passez à... C'est un message que vous voulez bien entendre. Quand je vois qu'aujourd'hui, certains traînent dans la boue des personnes qui se présentent, elles feraient bien de se poser aussi des questions, savoir où elles étaient il y a encore une petite dizaine d'années et grâce à qui elles sont en place. On parle bien de Dominique Braille. Tu as cité un nom, toi. Oui, mais c'est vrai, les attaques sont venues que de là. Il n'est donc pas mauvais de savoir qui t'a fait roi dans la vie. Eh bien, on peut dire qu'on a du scoop. Juste une dernière question. Le PSG en recherche d'un centre d'entraînement. On parle régulièrement des hauteurs de Poissy. Je sais que c'est un projet que vous soutenez. On en est où ? Écoutez, là encore, de façon très claire, l'agrément, donc la licence, on va dire, du Paris Saint-Germain appartient non pas à la SASP, donc à la structure professionnelle du Paris Saint-Germain, mais à l'association Saint-Germain, fondée depuis des lustres à Saint-Germain-en-Laye. 75. Je pense même que c'était même avant, par de l'association. Donc, rue du stade Georges Lefebvre. Si, et seulement si, parce que sa place historique, sa place naturelle au Paris Saint-Germain, c'est à Saint-Germain-en-Laye. Si, pour X, Y, Z raison, le Paris Saint-Germain devait quitter le centre d'entraînement du Camp des Loges, alors je porterai, comme je le fais humblement avec David Douillet, et on est tous derrière le maire de Poissy, c'est lui qui porte le dossier. Donc là, il n'y a pas du tout de clivage. Il faut dépasser le clivage. C'est d'un intérêt général. Il n'y a pas à tortiller par rapport à ça. Alors oui, je pense que Poissy serait un des sites idéaux pour pouvoir accueillir le PSG. Encore faut-il, bien évidemment, qu'on se mette autour de la table, et il serait peut-être temps de le faire avec les agriculteurs, pour qu'on puisse discuter des modalités à faire. Parce que ce sont les premiers concernés. Et moi, je regrette que la ville de Poissy n'ait pas commencé par aller voir les agriculteurs en disant, voilà, comment on fait ? D'autres questions, Pierre, puisqu'on est arrivé à la fin de notre émission ? Non, parce que si je pose des questions, on va considérer que je suis un peu partisan, comme ma collègue n'est pas là pour le mettre en difficulté. Je ne peux pas faire les deux rôles à la fois. Tu l'as très bien fait. J'ai dû malheureusement faire les deux rôles à la fois. Moi, je voulais te dire que depuis janvier, Pierre anime ses émissions avec moi. J'ai vraiment passé d'agréables moments en ta compagnie, en celle d'Annette. C'est-à-dire on se détend un peu, quoi. Alors moi, j'ai un regret, c'est que Pierre Cardot n'ait pas démarré cette carrière auparavant, parce que je me serais fait fort de pouvoir un jour collaborer avec lui pour faire des numéros de billard à 3 bandes, des très bons billards. Et j'ai un autre regret, c'est que Madame Pelvast ne soit pas là aujourd'hui, parce que c'est une personne que je respecte beaucoup. On l'embrasse, elle doit être entre Mantes et Rouen. Merci en tout cas à Olivier pour la réalisation de cette émission, que vous retrouverez dès ce soir sur le site internet www.lfmradio.com, et vous aurez la vidéo dès mardi matin sur notre site LFM Radio. Bonsoir, et à Margot l'antenne. Face à elle, votre rendez-vous actualité du vendredi.